Et on commence par un marché qui a quand même été sacrément challengé depuis quelques années, c'est les agences de voyage. Pour ainsi dire, dans votre fédération, il y a les hôtels aussi qui ont été très challengés. On a souvent Olivier pour Best Western qui partage aussi ces difficultés-là. Aujourd'hui, Valérie, vous êtes le patron du réseau Selectour. Bon, même si je l'ai un peu défloré, le point de départ de votre problème, c'est quoi? C'est que le consommateur est devenu son propre agent de voyage. Oui, c'est vrai que vous avez raison, Olivier. C'est vrai que notre métier a considérablement évolué et était en plein changement. Il y a 10 ans, on ne donnait pas cher aux agences de voyage parce que c'est vrai qu'on était dans un métier qui a été extrêmement concurrencé par les pure players, les Expedia, les Booking notamment, et bien d'autres. Et c'est vrai qu'il a fallu nous aussi se réinventer. Vous avez les opérateurs eux-mêmes qui sont devenus vendeurs. Exactement, exactement, vous avez raison de le préciser. Et c'est clair que aller en frontal contre les pure players, franchement, on n'avait aucune chance. À quel moment vous avez compris que c'était une vague qui était quand même très très dangereuse? Encore une fois, on va dire qu'on a connu la crise il y a quelques années en arrière, notamment la partie du printemps arabe, qui a été très compliquée pour nous aussi. Mais c'est vrai que c'est peut-être à ce moment-là qu'on a pris conscience qu'il fallait évoluer. Et en fait, j'ai envie de dire aujourd'hui, le digital pour nous, c'est un atout. C'est un atout. Avant de revenir sur ce que vous avez fait, je reviens sur la manière dont vous avez pris la conscience de ce phénomène. Vous avez vu quoi? Les chiffres d'affaires de toutes les agences qui diminuaient? On a vu deux phénomènes. On a vu effectivement que le modèle économique aussi déjà des compagnies aériennes avait changé, c'est-à-dire qu'on est passé d'un mode de commissionnement à un mode de rémunération à travers des frais de dossier. Donc déjà, c'est un vrai changement pour nous. Pour ceux qui ne comprennent pas forcément, parce que là, il faut être un peu dans le métier. Oui, c'est un peu plus technique. Avant, le voyagiste, le tour opérateur ou la compagnie donnait un pourcentage à l'agence qui avait vendu le billet. Pour les compagnies aériennes, pas pour les tour opérateurs. Pardon, tout à fait. Et désormais, les compagnies ne donnent plus rien. Et elles vous disent, si vous voulez prendre des frais sur mon billet, sur le dos de votre client, vous pouvez. Voilà. Sauf que sur Internet, le billet vendu par la compagnie, il est hors frais de dossier. Et oui et non, parce que le markup est quand même assez différent. Et effectivement, Internet a aussi cette force de frappe qui est d'apporter une offre prix qui vous semble extrêmement intéressante par rapport à des prix barrés, par rapport à un certain nombre de choses. Leur mode de communication est très forte. En revanche, vous savez, Internet, ce n'est ni plus ni moins qu'une agence de voyage physique, une agence de voyage avec une licence. Et ils ont de toute manière, à quelque chose près, les mêmes prix, du moins les compagnies aériennes leur donnent exactement les mêmes conditions tarifaires qu'une agence de voyage physique. Je reviens sur la question initiale. En fait, à quel moment vous avez pris conscience que ce danger qui pesait sur vous était finalement mortel? Je pense que c'est pas si vieux. Il y a le croque-mort qui se frotte les mains. J'ai dit mortel, ça y est, Philippe Martineau, il est un client. Non, Philippe. C'est pas si vieux que ça. Je crois que c'est récent. C'est, on va dire, il y a 5-6 ans. On s'est dit, là, il faut vraiment qu'on bouge et qu'on fasse effectivement avancer les choses. Les valorisations des fonds de commerce dans votre métier avaient baissé à ce moment-là, quand vous avez pris conscience du fait qu'il fallait se réinventer? Parce que c'est souvent un bon indicateur, quand même. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais ça n'a pas été véritablement ça, parce que de toute manière, il y a les agences de voyage physiques qui, de toute manière, apportaient déjà du service différenciant, et celles qui ont justement pas su s'adapter à la nouvelle donne, et c'est ceux-là qui ont souffert. Je ne pense pas que l'agence n'a pas été dévalorisée pour autant. C'est naturellement ces agences qui ont disparu, ou celles qui survivent aujourd'hui, fonctionnent bien. Selectour, c'est 1200 agences à quelque chose près. C'est 1200 points de vente, c'est à peu près aujourd'hui 530 adhérents. Et c'est un volume d'affaires d'à peu près 2,6 milliards, 2,8 milliards de volume d'affaires. Les 1200 agences, il y en avait plus il y a 10 ans ou il y en avait moins? Est-ce que ça a eu un effet sur la volumétrie du réseau? Ça a amélioré la qualité des agences aujourd'hui. On est relativement stable dans le nombre de points de vente. Et c'était la grosse crainte d'ailleurs à une époque, c'était de se dire, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que les agences vont même disparaître.
ce n'est pas le cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a de nouveaux acteurs qui arrivent, de jeunes acteurs, qui arrivent avec peut-être des profils différents aussi, qui sont sur des niches. Bon, là, récemment, on a fait rentrer un adhérent qui est dans plutôt spécialisé dans les vignobles, donc dans des typologies assez à niche, mais qui sont assez intéressantes. Et puis, vous avez d'autres qui sont sur des formules 4x4. C'est assez intéressant de voir d'ailleurs, notre réseau est riche aussi à travers les expériences de nos adhérents. Au-delà de ces exemples de niche, de spécialisation, Ouais. La réponse Selectour face à cette vague, La réponse, elle a été simple, c'est ce que je vous disais, Olivier, tout à l'heure, c'est que de toute manière, on a vu l'impact du net, et donc on n'avait pas d'autre solution de s'adapter. S'adapter, c'est quoi en définitive? C'est qu'aujourd'hui, chez Selectour, vous pouvez acheter sur le net, vous pouvez ensuite passer via l'agence de voyage physique. C'est ça qui est important, c'est que la démarche peut être double. C'est-à-dire que vous pouvez acheter, puis ensuite demander le conseil d'une agence. L'acheteur est géolocalisé, il sait que l'agence la plus proche est, si on prend le cadre du 12e arrondissement, il y a une agence à Bercy. Bon, voilà, il peut appeler, s'il a besoin de conseils complémentaires, son agence. Et ça, c'est un vrai plus. Et de la même manière, vous avez aussi celui qui peut se renseigner en agence et qui peut, on va lui faire son devis en temps réel, ça c'est un vrai plus aussi, et s'il souhaite le réserver le soir parce qu'il ne veut pas, bien sûr, prendre sa décision immédiatement, il peut effectivement valider son dossier sur le net. Donc ça, c'est une vraie... Là, il y a des passerelles, juste pour bien comprendre, il y a des passerelles sans couture entre le offline et le online. C'est-à-dire qu'un dossier entamé sur un canal est repris dans l'autre. Exactement. Sans aucune couture. Exactement. Donc ça, c'est une véritable évolution. Et puis l'autre évolution aujourd'hui qui est très forte, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable, je pense que le mail va à terme, enfin du moins dans notre métier, moi je pense qu'on a déjà évolué vers quelque chose de nouveau, puisque le téléphone portable, vous allez avoir chez nous, dès la rentrée de septembre, avoir votre carnet de voyage. C'est-à-dire vous achetez votre voyage, vous aurez votre carnet de voyage sur votre téléphone, et vous pourrez y rajouter des prestations. Je donne un exemple, vous allez à New York, vous avez envie de vous faire un tour en hélicoptère, vous pourrez sur votre application réserver votre tour d'hélicoptère, vous faire un petit spectacle sur Broadway. Ça, c'est aussi l'expérience client et le suivi du client. Mais le client reste toujours chez l'adhérent. C'est important. Une petite dernière question. Vous êtes samedi soir dans un dîner avec quelques amis. Il y en a un qui découvre que vous êtes président du réseau Selectour et qui vous dit mais pourquoi je viendrai encore en agence de voyage? Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est une vraie question. De manière simple, parce que ce n'est pas non plus une conférence de 45 minutes. Nos adhérents et nos agents de voyage, on essaye d'avoir des gens qui ont une expertise. C'est important, l'expertise. Tous nos agents de voyage voyagent très régulièrement, vont voir des destinations. Et vous savez, en face de nous, nous avons des clients qui poussent la porte d'une agence, qui sont informés, voire surinformés. Donc je reviens Valérie sur ce que vous dites à l'ami que vous rencontrez samedi soir. Vous lui dites, viens dans une agence parce que mon agence de voyage, mon agent de voyage, il ou elle a beaucoup voyagé, donc il connaît les hôtels. Et donc ça va le convaincre. Je pense que l'expertise, pour moi, c'est l'essentiel. Et c'est pour ça que, Olivier, je pense que le digital, c'est essentiel, mais l'expérience vendeur, c'est aussi essentiel. Les deux, pour moi, sont primordiaux. On ne peut pas ne pas avoir du digital aujourd'hui, ne pas avoir des outils technologiques qui soient à la pointe, ça c'est essentiel, bien évidemment, mais cela doit être accompagné par un vendeur qui va vous conforter d'ailleurs dans peut-être le projet de voyage que vous avez déjà étudié. Et je le vois de plus en plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis encore dans mes agences, de temps en temps, j'essaye, et c'est le vrai constat que je fais. Le client a besoin de se réassurer. Et ce qu'il a pu voir peut-être sur le net ou autre, il a besoin de se conforter dans cette idée-là.
et effectivement en venant dans l'agence de voyage. Est-ce que de manière simple, la conséquence business de ce mouvement, c'est de dire en gros, il y a peut-être moins de trafic entrant dans les agences, mais le panier moyen de la dépense est supérieur. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, le panier moyen, je vous rejoins. C'est vrai que le panier moyen a évolué vers le haut. Ça, c'est une évidence, parce que c'est vrai que maintenant, les gens recherchent plutôt du voyage sur mesure. Et sur le trafic, alors? Et le trafic, paradoxalement, il augmente aussi. Il augmente aussi parce que, malgré tout, je trouve que ce qui est aussi surprenant, c'est que je pensais qu'effectivement le business allait muter vers du voyage vraiment uniquement sur du voyage sur mesure, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de gens qui viennent chez nous pour acheter un simple billet d'avion. Voilà. Bon, donc ça, c'est vrai que je pensais sincèrement que cette activité-là, nous ne la verrions plus en agence de voyage. Et elle n'a pas disparu. A priori, ça n'a pas disparu, loin de là. Philippe Martineau, le choix funéraire. Bon, Philippe, voilà aussi un exemple d'un marché qui a beaucoup muté. Quel était le point de départ qui a représenté une menace sur le business du funéraire que tu connais maintenant depuis quelques décennies? C'était quoi le point de départ pour qu'on comprenne ensuite les solutions que tu as pu imaginer au sein du réseau Le Choix Funéraire? Oui, bonjour. Déjà, répondre à la question de ce matin n'était pas très facile parce que réinventer l'avenir pour un réseau de pompes funèbres, c'est un peu compliqué. On est tous promis au même avenir quand même, hein. Malheureusement, mais c'est quand même une réalité. Mais bon, funeste avenir, mais cela dit... Refaçonner l'avenir, pour nous, c'était d'abord analyser il plombe l'ambiance, lui, il faut récupérer derrière. Hein. Ouais, c'est pas facile. Hein. Alors, c'était quoi le problème à la base? Refaçonner l'avenir, pour nous, c'était quelque chose de très délicat. D'abord, on est un métier séculaire dans lequel toute personne croit que nous sommes une entreprise publique, parapublique, et que le commerce associé de notre fédération n'a pas sa place. On est dans un environnement très difficile. Hein. On a un groupe leader qui aujourd'hui appartient à des fonds de pension russes et canadiens. On a ça, des PFG, réseaux, les pompes funèbres générales. On a un réseau Roquet-Clair qui appartient à des fonds de pension qui aujourd'hui sont anglais. Et puis nous, on a quelqu'un qui nous gratte et un réseau qui nous gratte, c'est le monde de la mutualité. Alors je sais qu'Éric, on n'est pas les seuls à ce que ça nous gratte. J'espère qu'il n'y a pas grand monde de la mutualité ici présent. Mais, et puis tant pis si ça pique, hein, c'est pas grave. Oui, nous on a une vraie problématique, c'est qu'en face de nous on a des groupes comme Harmonie ou comme Vive et qui ont décidé d'aller de la crèche à l'obsèque. Donc pour aller de la crèche à l'obsèque, la fourchette, c'est quand même beaucoup moins sympa leur truc. Hein. Ça devient très compliqué. Alors soit effectivement ils s'investissent à racheter des taxis, des ambulances, des cliniques et puis pourquoi pas des entreprises de pompes funèbres. Donc il a fallu qu'on se repositionne. Pour se repositionner et exister encore en tant qu'entreprise familiale, on n'avait pas 36 solutions. On se dit souvent que nous sommes des artisans d'un passage ou du passage dans une société qui évolue, tant sur le plan culturel d'ailleurs au demeurant que sur le plan matériel. Hein. On a maintenant l'aquamation, la crémation, tout un tas de nouvelles technologies qui font qu'aujourd'hui on est obligé nous aussi de repenser constamment notre business model. Et puis, on a pris 3 axes. En fait, on a pris un premier axe qui est la formation. Avant de voir les solutions, Philippe, parce que tu sais bien, j'aime bien comprendre le problème de base. Vous avez remarqué, je suis limite obtus là-dessus. Le problème qui se posait à vous, c'était une forme de désintermédiation. Oui. Par de nouveaux acteurs. Absolument. Et qui allaient faire de vous de simples sous-traitants, que si on prolonge un peu. Exact. En fait, notre métier séculaire faisait qu'il y avait dans chaque village un boulanger, un pharmacien, pourquoi pas, toujours des prescripteurs, et un pompe funèbre, puisqu'il fallait bien qu'on puisse être là quand plus personne ne voulait s'occuper de ceux qui partent. Donc, en fait, nous, on était dans un système relativement traditionnel qui remonte depuis la pluie des temps. D'ailleurs, vous savez tous l'origine du mot croque-mort qui est de fait de mordre l'orteil de quelqu'un pour vérifier s'il est bien décidé. Mais au moins, on aura appris quelque chose ce matin dans ce sens-là. J'espère qu'on ira un peu plus loin que ça quand même, mais bon, comptez sur moi pour essayer. Il fallait donc qu'on arrive effectivement à se reformater, entre guillemets, et partir aussi dans une partie économique et dans un process économique. Notre gros problème aujourd'hui encore, qui arrive et dont tu as parfaitement, je pense, il y a quelques années parlé, et dans lequel peut-être nous ne t'avons pas suffisamment entendu, mais qui est mon problème, qui est aujourd'hui le tiers payant.
Parce qu'aujourd'hui, chaque consommateur que nous sommes, nous avons un billet de 20 € dans notre poche, et si on peut éviter de le sortir, on va très probablement aller vers l'organisme qu'on nous aura conseillé. Donc là aussi, pour le consommateur que vous êtes et que je suis, et mon attitude consumériste par rapport à cette tendance va faire que je vais probablement complètement changer mon habitude d'achat, et qu'il fallait que nous aussi, on se repositionne. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez fait face à cette situation qu'on a un peu mieux compris ? Alors, 3 choses. La première, on est allé chercher l'excellence dans la formation, c'est-à-dire qu'on a considéré que nos collaborateurs et nos jeunes qui venaient reprendre l'entreprise devaient être des excellents dans la gestion et dans le management. Donc, on a fait rentrer les croque-morts à Dauphine, et puis on a fait la une du Parisien. Notre journaliste est parti, dommage, parce qu'on aurait pu en parler un petit peu. Comment un réseau de croque-morts rentrait à Dauphine et pouvait penser qu'on allait élever le niveau intellectuel des jeunes qui font ce métier. C'était un peu compliqué. La deuxième des choses, on a considéré qu'on ne répondait pas aux attentes des entrepreneurs en termes de risques, et on a donc souhaité créer chez nous, à l'interne, un cabinet de courtage qui aujourd'hui assure notre flotte automobile, assure nos surfaces, assure en fait la totalité du risque santé de notre personnel. On a aussi bien sûr anticipé le monde de la prévoyance. Juste un petit chiffre, il y a 475 000 contrats obsèques qui sont souscrits par an en France, et notre métier tout confondu n'en fait que 7% de la production. Donc vous imaginez le risque de désintermédiation qui allait faire de nous des exécutants pour compte d'une activité funeste peut-être, ou en tout cas funèbre. Donc on est allé en amont et on a rejoint tous nos partenaires, aussi bien le groupe La Poste que le groupe Generali, que tous ces groupes. Et aujourd'hui, nous sommes porteurs de à peu près 1 milliard d'euros de business que nous redistribuons régulièrement à nos concessionnaires sous forme de business apporté. Quitte à subir cette désintermédiation, qui de toute façon allait arriver, autant la co-organiser en montant à bord avec les fameux grands donneurs d'ordre. Il faut surtout pas. Je pense que s'il y a une des choses dont il faut dire ce matin, c'est qu'il faut croire au talent d'innover, et que pour moi, je retiens une chose, c'est qu'il vaut mieux agir que subir. Donc j'avais un de mes amis allemands qui me disait, vous les Français, quand il faut agir, c'est souvent trop tard. Et je disais, effectivement, l'histoire ne lui donnait pas tort. Aujourd'hui, la tête de réseau porte un volume d'affaires, tu l'as dit, aujourd'hui, pour les adhérents. La tête de réseau et elle devient celle qui distribue. Absolument. Aujourd'hui, la tête de réseau porte quasiment 1 an de travail pour nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui en stock 485 000 contrats obsèques, soit, il faut savoir qu'il y a à peu près 600 000 décès par an. Donc on est capable d'apporter à notre concessionnaire de Toulouse 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Et là, je prendrais un vieil adage de Jean-Claude Jeunet qui disait qu'il fallait toujours être là aujourd'hui où les autres voudront être demain. Et je pense qu'effectivement, on a su anticiper et on a su, en tout cas, essayer d'aller chercher dans un marché extrêmement complexe. Et je le disais avec Eric lorsqu'on s'est rencontrés la dernière fois. Et je ne sais pas, dans les réseaux en face de moi, ici, ce matin, le problème de la mutualité et des groupes mutualistes et du tiers payant qui est pour nous effectivement plus qu'une vraie problématique financière, c'est la désintermédiation. Et aujourd'hui, je crois qu'on est devant un vrai phénomène du monde du commerce, au-delà bien sûr d'Internet et de tout, c'est effectivement la captation du marché en amont par le tiers payant qui nous apporte une désintermédiation. Et donc vous êtes obligé d'une forme d'intégration verticale, vous à remonter pour vous rapprocher du client. On est obligé, on est donc ces artisans de ce passage. La famille va être de plus en plus demandeur de services. On fera face aux déficiences culturelles ou autres, puisqu'aujourd'hui, c'est presque un comble de mourir parce que ça dérange tout le monde, y compris les élus qui ne veulent pas de crématorium. Et le premier concerné quand même, en général. Ben, on n'est pas immortel. Donc c'est une réalité. En termes de business, effectivement, ça peut vous choquer en vous disant qu'on est des commerçants. Moi, ce qui m'intéresse dans notre réseau, il y a 2 choses. D'abord, c'est la pérennité de nos entreprises familiales face à la financiarisation, parce que pour moi, je suis issu de ce monde qui vient de l'entreprise familiale. Et puis la deuxième des choses, c'est la transmission. La transmission à nos collaborateurs, la transmission à nos successeurs. Et je pense que ça, c'est fondamental. Si vous ne vous étiez pas invité à la table des grands comptes, tu as cité Generali, la Banque Postale, pour aller récupérer du contrat, est-ce que le réseau existerait encore aujourd'hui ? Oh, la réponse est facile. On serait mort. Je t'aurais enterré. Thierry, on change totalement de métier. Cofac. 2-3 mots sur Cofac, qui est évidemment pas la coopérative la plus connue du réseau, donc c'est l'occasion aussi de faire la pédagogie de ce que vous faites. Nous sommes quincailliers à Poitiers.
Voilà. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Donc il y a 760 points de vente en France. Ah, ça rattrape un peu, là, parce que Quincaillier à Poitiers, ça démarre mal, non? Ça non? fait à peu près 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Quand même. Voilà, oui. Mais quand j'ai entendu le mot humble, et je rajouterais serein, voilà, dans ce monde de brut. Donc la quincaillerie, le siège est à Poitiers. Avec les enseignes. Avec des enseignes. Donc on a une stratégie d'enseigne sur 3 marchés aujourd'hui. Le marché professionnel, avec 75% du business qui est fait par du B2B, en fourniture industrielle, fourniture aux collectivités, d'outillage, de protection individuelle et d'équipement, au sens large. Ensuite, une filière grand public avec 192 points de vente, sous enseigne aussi, Wecopro pour l'enseigne principale. Et puis la création d'une nouvelle filière des marchés agricoles avec... Alors, c'est ça dont on va parler, parce qu'à l'origine de cette création, de cette diversification, parce que ça représente ça, il y a la détection que pour Cofac, ne pas y aller aurait été un problème. C'est quoi le point de départ de cette histoire où finalement le centre de gravité de l'entreprise a quand même changé? Alors, le point de départ, en fait, c'est une stratégie face à des menaces. Et les menaces, en fait, elles viennent de 2 niveaux. Vous avez le niveau de la concentration des industriels en fourniture, notamment de motoculture. Aujourd'hui, alors on va parler un peu de notre métier. Hein, pour avoir des tondeuses, c'est par camion complet, voire par container complet. Donc si tu n'achètes pas assez, tu achètes mal. Voilà. Et donc une menace très précise sur ce domaine-là, et la concentration des distributeurs également, donc il faut y faire face. Et puis la deuxième, c'était pouvoir répondre à un besoin client, et notamment le marché des agriculteurs, qui eux aussi, leur exploitation grandissent, ils se rassemblent, et donc ont des besoins en outillage, des besoins en équipement. Donc le tout faisait qu'il fallait répondre à cette menace-là. Et le troisième élément, c'est l'histoire de notre réseau, l'histoire humaine de notre réseau, qui fait que j'avais une vingtaine d'adhérents assez importants qui ont 2 activités, qui avaient aussi une activité de fourniture agricole, tout ce qui se trouve derrière le tracteur, mais avec des activités qui peuvent faire 10 millions ou 15 millions d'euros de chiffre. Et donc ils avaient un besoin également d'une réponse client. Et donc voilà. Donc, à quel moment, pareil, même question qu'à tout le monde, à quel moment tu as pris conscience du fait que, bon, il y avait ces menaces-là, tu pouvais ne pas en tenir compte, ou alors tu devais en tenir compte? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Vous savez, la coopérative, c'est une histoire d'hommes. Et donc, les gens de Epagri, je les ai rencontrés il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on n'était pas dans ce trip-là. Et eh bien, c'est notre demande d'adhérents et la demande des clients, tout simplement. C'est à un moment donné, on ne répondait plus, on ne pouvait plus répondre à la demande de nos adhérents. Donc, il y avait un risque aussi de voir partir un certain nombre d'adhérents. Donc, c'est dans la discussion, dans l'échange, qu'on a dit. Et en plus, on connaissait l'entreprise que nous avons absorbée. Donc, ça s'est fait tout naturellement, mais en 2 temps. Alors ça s'est fait comment précisément? D'abord, un deal à l'achat sans doute, assez classique? Non, oui, bien sûr, un deal à l'achat, mais je reviens sur les hommes, parce on parle beaucoup de numérique, bien évidemment que c'est un outil du commerce, mais nous sommes avant tout des commerçants et des humains. Et les humains, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils se rencontrent. Et des fusions-absorptions, ça ne se décide pas, ça ne se décrète pas en 1 mois, en 2 mois, donc il faut apprendre à se connaître. Donc on a fait un accord d'achat dans un premier temps, pour partager l'achat, qui nous a amené à tout simplement une fusion-absorption dans un second temps. Et tout cela après 3 ans d'échanges, 3 ans de rencontres, de façon à mieux se connaître. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de fusion-absorption dans les coopératives, quand même, malgré tout. Je ne dis pas que c'est la première fois, mais ce n'est pas un truc que l'on fait tous les 4 matins. Comment ça se mène? Ça se mène, d'abord, il faut être très attentif à la coopérative qui va être absorbée. Donc quand je parlais d'humilité et de sérénité, c'est d'abord les rencontrer, se parler, savoir ce qu'ils veulent. C'est eux qui étaient demandeurs. C'est-à-dire que nous, on veut être absorbés. Moi, je parlais de rachat, de mettre une filiale. Et ils étaient vraiment demandeurs. Donc il fallait comprendre leur démarche, savoir où ils voulaient aller. Et puis avoir aussi un plan stratégique, c'est-à-dire se dire comment on va développer cette activité dans vos 123 points de vente. Donc voilà, et comment on va développer ces 2 enseignes qui sont Epagri Élevage et Epagri Campagne. Donc c'était un mix de tout cela, de se comprendre, et puis aussi d'avoir les hommes sur place, puisque pour la première fois, j'ai 22 personnes qui sont à Châteaubriand, mais qui sont des salariés du groupe. Donc ça aussi, quand on fait Poitiers-Châteaubriand, il y a 3 heures de route. Donc là aussi, il faut s'assurer
de l'adhésion aussi des permanents de ex-Amarante. Quel était le rapport de force entre les deux entités en termes de taille? Oh là, en termes de taille, on est le gros, ils sont le tout petit. Dans quelle proportion? On a 370 millions d'euros de flux et ils avaient 25 millions. D'accord. Voilà. Mais ils avaient ils ont toujours, puisqu'on les a, des bons outils et je dirais un portefeuille client pour les adhérents relativement stable. Et surtout, il y a dans cette hyper proximité en zone rurale des choses à faire qui me semblent intéressantes. Donc le centre de gravité de l'entreprise n'a pas fondamentalement bougé, parce que 380 versus 25. Par contre, c'est un canal nouveau, donc ça a quand même bougé opérationnellement, le centre de gravité. Et vous savez, il ne faut pas confondre la taille et la puissance. Et c'est quelque chose que j'ai appris il y a une vingtaine d'années, par des gens qui me l'ont expliqué, bien évidemment. Et ça reste un peu notre ligne de conduite. C'est-à-dire qu'on peut être très gros et pas puissant, vous en avez cité tout à l'heure, et puis on peut être de taille petite mais avoir une puissance, et donc c'est la traduction de la stratégie et sa mise en place qui fera la différence, bien évidemment. Donc pour moi, qu'ils fassent 25 millions, ils avaient quand même des services qui fournissaient à leurs adhérents et on doit être meilleur qu'eux. Donc c'est aussi un challenge. Donc on évacue cette notion de poids entre Cofac et Amarante. Pour moi, ça n'a pas de raison d'être, puisqu'ils ont des marchandiseurs, ils font de la communication, ils ont des délégués régionaux sur le terrain, et ils ont surtout des clients qui vont chez les adhérents. Dernière question, Cofac serait plus fragile aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette fusion? Cofac n'aurait pas répondu à ses adhérents, et ça pourrait être... Ce qui n'est pas bon quand même, ça, en général. Pardon ? Ce qui n'est pas bon en général quand on répond pas à ses adhérents. Ce qui n'est pas bon adhérents. quand on est une coopérative, voilà. Donc... je ne sais pas si on serait plus fragile, mais en tout cas, cette stratégie de diversification, nous l'avons déjà enclenchée depuis plusieurs années avec d'autres partenaires, soit dans des sociétés communes, soit dans des véritables accords entre coopératives. Je pense que de toute façon, c'est inéluctable. Il faut s'associer, il faut partager avec différents métiers, parce qu'il faut aussi réinventer. On parlait d'innovation. Il faut se réinventer aussi. Donc, à plusieurs, c'est quand même plus facile. Et sur des métiers, toujours, on n'est jamais aussi bon que dans le métier qu'on connaît bien, quand même. Donc, sauf qu'il faut savoir regarder ailleurs. Rappelez-vous oui. ce qu'a dit Frédéric. Non, mais j'entends bien. Et en allant chercher ailleurs, la compétence, elle n'est pas forcément chez nous, elle est aussi chez eux. Donc, allez, on va ailleurs, on va sur un autre marché, plus sur des services à présent que des produits. Frédéric Martinez, école de conduite française, dont réseau d'auto-école, pour faire très simple. Oui. C'est un peu plus subtil que ça, voilà. Oui, mais bon, combien de points de contact? Combien d'agences? Combien d'adhérents? 130 adhérents, personnes physiques, pour 200 entreprises et 450 points d'accueil en France. Le problème qui s'est posé à vous à l'origine, c'était quoi? Bon, il y a un peu de digital, évidemment. Tu me laisses jusqu'à quelle heure? Là, c'est terminé. On est vrai. Il y en a plusieurs en fait de problèmes qui se sont posés à nous. D'abord, pour très rapidement donner quelques chiffres quand même. Nous sommes sur deux activités. L'activité formation professionnelle, l'activité grand public. L'activité formation professionnelle a beaucoup évolué sur les 15 dernières années. Actuellement, on est le deuxième acteur sur ce sujet-là. Et j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'assez stable. La formation professionnelle, c'est 100 points de formation en France sur l'ensemble du territoire. La problématique se pose plutôt autour du permis de conduire, le B2C, effectivement. Alors, plusieurs problématiques se sont posées à nous. Une problématique, c'est un secteur d'activité qui est dans un cadre réglementaire extrêmement fort, extrêmement présent, qui fait que mouvement réglementaire fait qu'il y a aussi des mouvements de marché et aussi des mouvements d'entreprise. Et nous sommes dans une forme de dérégulation, on va le dire comme ça, depuis 4-5 ans, très très forte et très marquée. Le permis doit être moins long, moins cher, plus facile d'accès. Et donc derrière, effectivement, ça a créé des mouvements. Ça a créé des mouvements au niveau du marché lui-même. C'est de lui permettre d'accéder plus facilement à cette demande de permis de conduire sans passer par une auto-école. La fameuse poule aux œufs d'or tout à l'heure, elle nous va à ravir, très clairement. Parce que vous l'avez la connue, dinde aux œufs d'or, même. Vous l'avez connue pendant très longtemps. On l'a connue très longtemps et on l'a perdue il y a 3 ou 4 ans. Et on est depuis 3-4 ans en train d'essayer de se réveiller. Et oui, il y a les hommes, mais parfois il faut un peu les secouer. C'est pas simple. Surtout quand on a vécu tant d'années sur une poule aux œufs d'or. Ça a eu quelles conséquences économiques pour le réseau?
Alors, Est-ce que globalement, le volume d'affaires, il a baissé? Oui. Dans quelle proportion? Oui, tout à fait. Certaines écoles ont perdu 30% Ah oui, quand même. de leur chiffre d'affaires, notamment à Paris, par exemple. Est-ce que où la problématique de la mobilité n'est pas la même qu'en province, par exemple. Est-ce que certaines ont même vu leur pérennité remise en cause? Oui, on a des écoles qui ont fermé. Oui. Ah, il y en a qui ont fermé. Oui. En 2018, c'est une auto-école par jour qui ferme. Et tu fais le lien de cause à effet direct? Pas chez nous. Hein. Non, sur le marché. Sur le marché, oui, parce qu'il suffirait d'une année pour tout faire disparaître. Oui, dommage. tout à fait. On en a effectivement 3 qui ont fermé en 2018, ce qui nous occasionne beaucoup de problèmes parce que nous, on a une marque, on a une éthique, on est visible et on a des comptes à rendre à nos clients. Très clairement. Ce qui fait qu'un élève qui s'est inscrit dans une école de conduite qui ferme, il est hors de question qu'il soit lésé, de manière financière notamment, et puis après, effectivement, d'un point de vue formation. Donc c'est la tête de réseau qui finance très clairement le suivi de formation de ces personnes. Le lien de cause à effet entre les problèmes que tu as diagnostiqués et ses conséquences économiques, il est direct. C'est bien ça qui a causé toutes les difficultés, baisse de volume d'affaires La dérégulation, effectivement. Très clairement, des modes de consommation qui ont évolué. Donc la dérégulation, ça fait baisser les prix Dérégulation, ça fait baisser les prix, c'est le principe. Je crée plus de concurrence. Bien sûr, mais c'est pour qu'on soit clair pour ceux qui écoutent. La désintermédiation, c'est-à-dire la possibilité, tout à l'heure il y avait une représentante de la Poste et elle parlait de ces 17 000 points d'accueil en France. Depuis maintenant 3 ans, on peut passer son code de la route à la Poste et chez 3 ou 4 autres partenaires privés. C'est plus l'État. Donc ça veut dire qu'on a effectivement été désintermédié de ce point de vue, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de venir pousser la porte d'une auto-école. Aujourd'hui, il faut qu'on aille les chercher. Voilà. Et ça, le virage, il a été pris sur l'année 2017. Et ça a été violent en 2017. Est-ce qu'à un moment donné, dans cette séquence de temps où tout se succède, tu te dis, bon, notre business, il est mort? C'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'ils ont un peu tous sombré, j'ai envie de dire, mon Dieu, surtout en se disant, ce qui arrive à Paris, ça va nous arriver en province. Souvent, c'était d'ailleurs cet exemple-là qu'on avait, c'est de dire, une école de conduite qui est aujourd'hui effectivement en baisse de 30% de chiffre d'affaires, moi, dans 2 ans ou 3 ans, c'est chez moi en province. Donc effectivement, il y a eu parfois pour certains l'abandon, ou en se disant, il faut que je transmette mon entreprise. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui ont arrêté, qui ont vendu à d'autres collègues. C'est sûr que c'est le meilleur moment de vendre son affaire quand le marché se casse la gueule. Ça, c'est bien connu dans les affaires. C'est clair. Donc c'est invendable. Alors il faut tomber sur un vrai pigeon. C'est sûr. Par contre, effectivement, il y a une logique de réseau dans le schéma, c'est de dire qu'effectivement, d'autres adhérents peuvent reprendre des entreprises qui, pour le coup, amortir leurs sont intéressantes. Aussi, bien sûr. Exactement. Donc ça, c'est le problème, on l'a bien compris. Là, pour le coup, problème grave et surtout beaucoup plus rapide dans le temps que les autres exemples. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez Cependant, c'était latent. C'est-à-dire qu'en 2007, on s'est préoccupé des problématiques digitales. Juste des problématiques digitales. En 2007, en 2008, on mettait en œuvre déjà de la formation via Internet juste sur la partie théorique. Donc, oui, c'est pas nouveau. Oui, mais manifestement, vous n'aviez pas pris la mesure de ce mouvement et de l'ampleur qu'il allait prendre. Non, on n'avait pas pris la mesure. C'est-à-dire qu'on avait effectivement, on l'avait senti, on l'avait partagé avec nos adhérents, effectivement. Les adhérents partageaient entre eux. Mais effectivement, ils n'ont pas senti sur le terrain, finalement, quelque chose qui était un point de faiblesse. Ça a été très violent, effectivement, il y a 3 ans. Et là, du coup, la question, elle est tout autre. C'est maintenant, c'est comment je réagis. Et là, du coup, on est en retard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 3 ans déjà? Beaucoup de choses. On a effectivement investi beaucoup dans le domaine digital. Qui était la première chose qu'il fallait qu'on mette en œuvre, parce qu'effectivement, on commençait à être en retard par des pure players qui sont arrivés il y a 4 ans maintenant, notamment Ornicar, qui est un des plus connus, qui communique beaucoup sur Paris. Donc des pure players qui sont arrivés, qui nous ont effectivement beaucoup bousculé. Donc le digital, on a réinvesti dans notre site internet, on a réinventé des applications, l'application Conduite Accompagnée, on en avait parlé Olivier, qui permet de suivre ses trajets, etc. Une expérience client un petit peu différente, où on a créé des applications pour permettre à l'élève de pouvoir suivre sa formation, et à des tiers, que ce soit les parents, des financeurs, etc., de suivre également la formation du jeune conducteur. Donc là, j'aurais tendance à dire que tu t'es mis à niveau de ce que faisaient les nouveaux entrants. C'est ça, c'est exactement ça. Et on prenait beaucoup d'avance par rapport au reste des écoles de conduite, parce que effectivement, même si on se regarde et on se dit on est très en retard, on est très en avance sur beaucoup, effectivement, dans le secteur. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous avons commencé à faire, c'est de développer le réseau. Parce que justement, dans un moment où un marché est en train d'être complètement secoué et retourné, je crois qu'il y a des opportunités à prendre, parce que je crois aussi que demain, le retail, on en aura besoin.
Le numérique ne fera pas tout, je crois qu'on l'a tous dit depuis ce matin. Il est important, il faut investir dedans. Cependant, on a besoin du réseau, on a besoin des hommes qui les accompagnent et qui puissent être effectivement le maillage territorial important. Donc ça veut dire que vous ouvrez des agences? C'est ça le truc? Ou vous augmentez les points de contact? Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est exact. On a augmenté effectivement le point de contact. Alors pour l'instant, c'est pas assez. Et notre plan dans les années qui arrivent, effectivement, c'est d'augmenter notre c'est quoi? Vous nombre dites de points de contact. à vos adhérents, ouvrez des antennes, pas forcément des vraies agences. Comment ça se matérialise? Les deux. Effectivement, une demande interne, de dire il faut que vous vous développiez. Donc on regarde les zones sur lesquelles il faut aller s'investir, s'implanter. Et puis aussi de faire rentrer de nouveaux entrants. Là, par contre, c'est d'aller chercher des écoles existantes et de les faire rentrer dans notre réseau en leur donnant effectivement l'envie de venir chez nous au travers un certain nombre de choses qui tournent beaucoup autour effectivement du numérique et de notre maîtrise de tout ce qui touche à la qualité de la formation et également à son financement. Les services numériques mis en place par la coopérative sont utilisés aujourd'hui comme la plaquette de présentation quand vous allez voir des indépendants pour qu'ils vous rejoignent, c'est ça? En disant, nous, on sait faire. Oui, tout à fait. Le métier est devenu extrêmement technique. C'est un commerce de proximité qui n'est pas de très grande taille. Donc, ils ne peuvent pas avoir dans chacune de leurs entreprises une personne qui va gérer les réseaux sociaux, l'autre qui va gérer les achats de mots sur Google, etc. Donc, en fait, on a centralisé un service en interne et également avec des prestataires pour pouvoir les accompagner sur cette problématique-là. Est-ce que le métier de l'auto-école est sauvé? Le métier classique, ça veut dire l'agence avec un entrepreneur à la tête. Est-ce que ce métier est sauvé ou même pas? Il va changer. Il va continuer à changer. Aujourd'hui, il y a 14 000 auto-écoles en France pour 12 000 entreprises. On estime demain à 3 000 à 4 000 points d'accueil qui résisteront sur le territoire. En revanche, nous aurons toujours besoin de formation. Il y aura beaucoup plus de simulation que ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'apprentissage. Et on aura toujours besoin de points de contact. Mais ces points de contact seront peut-être moins physiques, comme on le connaît aujourd'hui, mais plus au travers de formateurs qui seront, j'ai envie de dire, volants. Voilà, qui pourront couvrir un territoire. Donc on va avoir plutôt une tendance, alors cette augmentation du nombre de points de vente, mais votre marque à ce qu'elle soit quand même forte, parce que vivre sans une présence physique, c'est tout à fait possible, mais il faut une marque sacrément forte. C'est exact. L'année prochaine, on fête nos 50 ans. Ah, vous aussi, il n'y a que des quinquas ici. On parlait tout à l'heure de réseaux qui étaient pérennes. Je vais vous dire après qui fait le plus jeune. J'espère qu'on atteindra 51 et plus, très clairement. Et oui, on va marquer quelque chose de particulier autour des 50 ans parce qu'on croit en la marque. Elle a une valeur forte. On a encore la chance d'avoir du bleu, blanc, rouge et qui a un sens encore chez nous. Et ça, on souhaite le garder. Je veux dire, aujourd'hui, monter une marque avec du bleu, blanc, rouge, autant dire que c'est pas possible. Donc, on a vraiment une chance et il faut vraiment qu'on la transforme et qu'on continue à transformer comme une vraie opportunité demain pour réassurer à la fois nos clients et à la fois nos financeurs. Bien, on a eu 4 témoignages d'entreprises qui, vous l'avez vu, étaient confrontées à des sujets qui étaient totalement différents les uns des autres. Certains étaient des menaces létales, sans aucun mauvais jeu de mots, mais le cas de l'auto-école, il est quand même très enseignant. C'est que vous étiez sur le fil du rasoir. Certains sont d'ailleurs tombés du mauvais côté, c'est ce que tu disais. Et que dans tous les cas, l'idée qu'il y avait derrière, c'était au-delà peut-être des grandes enseignes classiques que l'on met en avant ici dans ces rencontres du commerce associé, c'était de montrer que finalement, toutes les entreprises aujourd'hui, toutes les entreprises de commerce, quelles qu'elles soient, sont confrontées à des inputs, à des insights qui peuvent être extrêmement violents, très challenging, et que vous arrivez à les retourner et à réinventer, puisque c'était le thème de cette matinée, réinventer parfois jusqu'à vos modèles économiques. Merci à tous les 4. Vous pouvez les raccompagner par vos applaudissements.